Tu t'es déjà demandé pourquoi tous les indépendantistes noirs influents disparaissaient miraculeusement les uns après les autres? Bouge pas, on va en parler. Dans cette nouvelle série, nous exhumons ensemble les faits de ces hommes et de ces femmes qui ont œuvré pour l'indépendance de leur pays et qui ont été brutalement assassinés. Pour ce deuxième épisode, nous parlons de Patrice Lumumba. Patrice Emery Lumumba était un intellectuel, un fin stratège politique. Premier ministre élu de l'histoire de la République indépendante du Congo, c'était un anticolonialiste qui causait des cauchemars aux colons belges et aux casques bleus. Véritable héros des indépendances et de l'unité africaine qui donnera sa vie pour le Congo. C'est au Congo, et plus précisément à Onaloa, un petit village du nord du Kasaï dans les terres de Katako-Kombe, une province du Sankuru, que Agnès Lumumba donne naissance le 2 juillet 1925 à Patrice Emery Lumumba. Temps pause. Avant d'aller plus loin, quel était le contexte historique du Congo ? En 1885, des suites du partage du continent africain par les colons lors de la conférence de Berlin, le Congo était devenu la propriété personnelle de Léopold II, roi des Belges. Il va organiser un pillage de masse des richesses locales et ce pillage va s'accompagner de nombreux massacres. En effet, hommes, femmes et enfants se retrouvaient la main guise de punition lorsqu'ils ne rapportaient pas assez de pointes d'ivoire ou de caoutchouc. Le Congo, qui avait été pendant plus de 20 ans la scène à ciel ouvert des atrocités du roi Léopold II, sera cédé à la Belgique qui votera son annexion en 1908. Patrice Lumumba grandit dans un Congo sous l'administration coloniale de la Belgique, des missionnaires catholiques et du roi des Belges. Malgré ce contexte colonial imposé par les Belges, où l'élévation intellectuelle était réservée à un cercle restreint des populations congolaises, il effectuera ses études primaires dans les écoles de mission catholique. Autodidacte, passionné d'histoire et de lecture, il excelle, c'est un élève brillant. Son père et les missionnaires catholiques lui prédestinaient un avenir de catéchiste, mais Lumumba n'était pas de cet avis, il va se tracer sa propre voie. Il suivra notamment des cours de l'école postale de Léopoldville, puis il sera nommé commis postal de l'INEAC. La journée, Patrice Lumumba travaille et le soir, il lit fiévreusement. Il deviendra très rapidement la figure dominante du milieu congolais. Il est notamment président de l'association des évolués. Les évolués, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un faible pourcentage de la population native du Congo à qui les Belges permettaient de s'élever dans la société coloniale. Ils ont reçu une éducation dans des écoles belges et ils étaient considérés comme la mission civilisatrice du projet colonial. En 1956, il est âgé de 31 ans lorsqu'il est convié aux côtés des autres évolués à visiter la Belgique. Il sera reçu au ministère des colonies à Bruxelles. L'objectif de cette visite organisée par l'autorité coloniale était de démontrer les bienfaits de la colonisation et de promouvoir l'assimilation. Mais Lumumba n'est pas dupe. Il a conscience de son identité noire et de son identité congolaise. De retour à Stanleyville, il est traduit devant les tribunaux. Il est accusé de détournement de fonds dans son emploi de gérant de l'office des chèques postaux. Sorti de prison, Lumumba s'installe à Léopoldville en 1957 et entre au service de la brasserie Bras Congo, dont il devient le directeur commercial. Le 10 octobre 1957, il fonde le mouvement national congolais. En 1958, il participera à la conférence panafricaine d'Accra, organisée par le président du Ghana. Cette rencontre avec Kwame Nkrumah est déterminante pour Lumumba et constitue un tournant politique majeur. Le 28 décembre 1958, dès son retour d'Accra, Lumumba organise un grand meeting à Léopoldville. Lumumba prononce un discours où il déclare que le Congo ne peut plus être considéré comme une colonie. La foule l'acclame. Quelques semaines plus tard, des émeutes se soulevaient à Léopoldville. En 1959, Lumumba est arrêté à Stanleyville et il est accusé d'être à l'origine de ces émeutes qui auraient été provoquées par ses discours nationalistes. Il attend son procès en prison. Au début des années 60, le procès de Lumumba s'ouvre alors qu'aucun lien de causalité au pénal n'est établi entre ses discours et les émeutes. Le ministère public requiert une peine de 4 ans d'emprisonnement contre Lumumba et le président du tribunal le condamnera à 6 mois d'emprisonnement. Toutefois, Lumumba ne restera pas très longtemps en prison puisqu'il sera libéré quelques jours plus tard afin d'assister à la conférence de la table ronde de Bruxelles où va se jouer le sort du Congo. L'indépendance est fixée 6 mois plus tard, au 30 juin. Des suites des élections de mai 1960, Lumumba est élu premier ministre et le président se trouvait être Joseph Kasavubu. Le 30 juin 1960, jour de l'indépendance du Congo, le palais de la Nation à Léopoldville se remplit des colons, des personnalités politiques congolaises récemment élues, mais également de la presse nationale et internationale pour couvrir l'événement historique. L'ouverture de la cérémonie débute par un discours paternaliste du roi Baudouin qui se félicitait des bienfaits de la colonisation belge au Congo par Léopold II et qui manifestait sans se cacher ses intentions néocolonialistes. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Après le roi Baudouin, c'est au tour du premier président du Congo, Joseph Kasavubu, de prendre la parole. Aucun autre discours n'était prévu. Mais pourtant, immédiatement après l'allocution du président congolais, le président de la Chambre des représentants, Joseph Kazongo, donne la parole au premier ministre Lumumba. En dépit du protocole, il se lève et prononce un discours historique. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, à vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.
Lumumba ne s'adresse pas aux anciens maîtres, mais il s'adresse aux Congolaises et Congolais combattants de l'indépendance. Pour la première fois, un Congolais tenait un véritable réquisitoire contre le régime colonial. Pour le roi Baudouin, ce discours a été une véritable gifle en pleine figure. Mais Lumumba ne s'arrête pas là et souhaite aller au bout des choses. Ainsi, il décide d'effectuer une africanisation du gouvernement, mais également des forces militaires qui étaient contrôlées par des officiers blancs. Il met fin à la force publique, l'armée coloniale qui avait été mise en place pour dominer les Congolais. Général, pourriez-vous me dire quel rôle, selon vous, la force publique pourrait être appelée à tenir sur la scène de la vie du nouvel État congolais? Le rôle futur de la force publique est exactement le rôle passé. La force publique a toujours défendu les frontières du Congo et la force publique a toujours maintenu la paix dans cet État. Le rôle nouveau reste tout à fait semblable au rôle passé. Pour la Belgique, ça en est trop. Lumumba est l'homme à abattre. Le 5 septembre 1960, le président Kasavubu, sous la pression du Premier ministre belge, a destitué Lumumba de ses fonctions de Premier ministre. Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba. Le 7 septembre, quelques jours après avoir été démis de ses fonctions, il démet à son tour le président de ses fonctions. La crise congolaise est à son paroxysme. Les Nations Unies refusent d'apporter leur soutien à Lumumba et ses troupes sont tenues en échec. Le véritable objectif de la Belgique est d'exploiter les ressources minières du Katanga qui représentent des milliards de francs belges et d'éliminer Lumumba. Profitant de la crise au Congo, le colonel Joseph Désiré Mobutu, qui avait été nommé personnellement par Lumumba, apparaît sur la scène politique. Il prend le contrôle du Congo et bénéficie du soutien de la Belgique, des Nations Unies et des États-Unis. Le pouvoir n'existait pas, le pouvoir était inexistant. Alors, l'armée a cru de son devoir de faire quand même quelque chose. Le 5 octobre 1960, le ministre belge des Affaires africaines, Dapremont Linden, envoie un télégramme à Elisabethville dans lequel il commandite l'assassinat de Lumumba. Le 2 décembre 1960, peu après 17h, un des C-3 d'Air Congo atterrit à l'aéroport de Léopoldville. À sa sortie de l'avion, on peut apercevoir Lumumba les mains liées qui se dirige dans un camion avec une escorte militaire. Il ne porte plus ses lunettes, il a le visage ensanglanté. Il est attendu par des soldats de Mobutu lui-même et des soldats des Nations Unies. Lumumba est saisi par les cheveux pour que les photographes puissent prendre des photos et des clichés vidéo. Il s'agit ici des dernières images où l'on peut voir Patrice Lumumba vivant. Aux abords de 5h30, peu avant l'aube, Lumumba quitte le camp où il était détenu dans un convoi composé de plusieurs voitures. Il rejoint l'aéroport de Mwanda où un DC-4 l'attend. À bord, Lumumba, Mpolo et Okito vont subir de graves sévices. Les membres de l'équipage sont unanimes. Ils ont été battus durant plusieurs heures et presque laissés pour 17 janvier 1961 vers 22h. Lumumba et les autres prisonniers vivent leurs derniers instants. Ils sont poussés dans une voiture et un convoi est formé. Les 3 premières voitures se trouvent le président Tshombe et des ministres et des policiers belges. Arrivés sur place, l'endroit est illuminé par les phares des voitures de police. Les passagers des 6 voitures descendent et rejoignent les policiers. Les prisonniers sortent à leur tour. Le commissaire de police belge, Franz Verschuur, tire Joseph Okito par le bras et l'emmène au pied de l'arbre. Okito s'appuie dos contre l'arbre face au peloton. Une courte rafale et l'ancien vice-président du Sénat tombe. Son corps est jeté dans la fosse. Le commissaire de police belge place ensuite Maurice Polo contre l'arbre. Une courte rafale et lui aussi est... Franz Verschuur est ensuite venu chercher Lumumba pour l'emmener jusqu'au grand arbre. Après avoir forcé Lumumba à regarder ses compagnons se faire... Lumumba est à son tour placé devant le grand arbre. L'ex-premier ministre est traversé par une énorme rafale. 4 coins du monde, la mort de Patrice Lumumba fait scandale. Face à l'indignation mondiale, les Belges vont mentir et se couvrir en accusant les Katangais d'avoir tué Lumumba. Le corps de Patrice Lumumba, Joseph Okito et Maurice Polo seront déterrés. Ils seront à métaux, puis dissous dans de l'acide. Plus tard, Gérard Saute avouera qu'il était celui qui avait fait disparaître les corps avec son frère et qu'il avait gardé une dent de Lumumba en guise de trophée. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois, hein. Mais alors on les a coupés en morceaux, on les a brûlés, on avait aussi un énorme... Et alors le reste, on a brûlé. Hein. Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient, en pleine forêt. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein. Alors il doit venir avec 2 dents de moins devant. 30 juin 2022, plus de 50 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba, une cérémonie sera organisée à Bruxelles où les autorités belges remettront à la RDC la dent de Lumumba. Patrice Lumumba est peut-être mort, mais il aura marqué l'histoire des indépendances de l'Afrique et animé les cœurs, éveillé les consciences de nombreux intellectuels africains. Symbole de la lutte pour l'indépendance du Congo, combattant du néocolonialisme, le monde n'oubliera jamais son nom. Comme le disait Thomas Sankara, on peut tuer un homme, mais pas ses idées. Et voilà, c'était Locks & Suits pour la Minute Historique.